Bonjour à toutes et à tous dans cette salle, mais aussi via Zoom. Nous avons quelques participants. Merci de vous être positionnés sur cette présentation. Je suis Annie et je serai votre MC, votre maîtresse de cérémonie, voilà, pour cette session. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous deux intervenantes de la direction de l'appui à la performance et à l'innovation du département. Donc vous avez Audrey Jacomard qui est avec nous, responsable de service, et Lise Chevalet, chef de projet. Alors de quoi vont nous parler ces mesdames? Eh bien sûr, comme c'est indiqué ici, la place est ultra numérique. On est au NEC et dans le numérique, il y a énormément de projets. Des projets qui sont pensés par des ingénieurs, des projets qui sont pensés par des responsables, mais aussi des projets qui sont pensés pour les usagers et par les usagers, voire améliorés par les usagers. Et c'est le défi que s'est donné la direction de l'appui à la performance et à l'innovation du département, c'est de pouvoir avoir une démarche orientée usager pour pouvoir améliorer leurs services numériques. Donc, bien sûr, le département est engagé pour un numérique inclusif et s'adapte au contexte de la Réunion. Donc, mesdames, je vais vous laisser la parole. Madame Chevalet et Madame Jacomard, c'est à vous. Bonjour. Bon, nous ne sommes pas des spécialistes de la communication. Le micro, c'est pas trop notre truc. On vient ici aujourd'hui devant vous avec beaucoup d'humilité vous présenter une démarche, une expérimentation que nous avons menée, puisque au département, c'est vrai que l'usager est vraiment au cœur de nos politiques publiques et c'est très important pour nous de pouvoir faciliter leur parcours. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment comme à la maison. On vient vous parler d'une petite expérience qu'on a menée. N'hésitez pas, il y a toute une partie questions-réponses qui est prévue à l'issue de notre petite présentation. Mais vous allez pouvoir constater que ce que l'on vous présentera aujourd'hui, c'est beaucoup de bon sens, en fait. Vous allez probablement sortir d'ici en vous disant « Oui, bon, ben, finalement, on le savait déjà ». Mais c'est bien de pouvoir relater des choses qui sont mises en place sans tout un tas d'artifices, etc. et de pouvoir poser les choses simplement en détaillant une méthodologie parce qu'on prend peu de temps, les professionnels, à échanger sur nos pratiques. Tu souhaites dire quelque chose? Je ne vais pas reprendre les chiffres parce qu'ils ont été donnés en introduction lors des allocutions. Donc nous allons nous épargner cette partie. Peut-être définir en fait qu'est-ce que l'inclusion numérique. C'est la thématique qui nous réunit aujourd'hui et durant ces 2 journées, mais c'est quand même bien de partir de termes précis. Donc c'est un processus qui vise à rendre le numérique accessible aux personnes en améliorant leurs conditions d'accès aux outils et en permettant l'acquisition des compétences qui leur sont nécessaires. Il existe plusieurs définitions. Ça, c'est c'est plusieurs en fait, définitions qui ont été réunies pour en faire une. Donc le département a... Peut-être je vais te laisser la parole, Audrey, là-dessus. Donc, en effet, la mandature actuelle du département, donc les élus qui ont été les plus récemment élus et qui sont aujourd'hui en poste, ont inscrit dans le plan d'action de la mandature qui court jusqu'en 2028 la modernisation de l'action publique avec vraiment la question de la simplification des démarches pour les usagers. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà des expériences de démarche auprès d'une collectivité pour accéder à un droit. On sait tous que c'est compliqué, on en a conscience et en même temps, c'est très, très, très complexe de faire simple pour l'usager. Ce que j'aime bien prendre comme comparaison, c'est par exemple les conciergeries dans des hôtels très haut de gamme. On peut leur demander n'importe quoi.
Et voilà, si c'est une table au restaurant machin qui est tout le temps bondée, ils ont. Si c'est le journal en allemand, ils ont, etc. Et donc pour l'usager, c'est très très simple. Mais en fait, eux derrière, ça leur demande un travail de fou. Donc je dis pas qu'on est que des concierges de grands hôtels haut de gamme, mais en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est de simplifier les démarches pour l'usager, qui sont en plus pour le département déjà des usagers vulnérables, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'un accès au droit parce qu'ils ont déjà des problématiques sociales du fait de leur âge, du fait de leur situation sociale, du fait de leur situation de santé, etc. Donc la question de l'ambition de simplifier les démarches usagers est très importante. Et dans ce cadre-là, parce que c'est quand même un levier de simplification, l'idée c'est de mettre en œuvre un plan de transformation numérique. Et des fois, ça peut être un petit peu contradictoire, mais on va vous expliquer comment on a essayé de concilier à la fois la simplification des démarches et l'inclusion numérique. Donc, dans notre plan de transformation numérique, le premier volet, c'est répondre de manière efficace et coordonnée à toutes les demandes des usagers. On a tous été confrontés à un service public où on appelle pour avoir un renseignement. Ah ben je sais pas, c'est mon collègue qui a l'information. Rappelez, le collègue il est pas là, il est en rendez-vous, etc. Et l'idée c'est de pouvoir mobiliser toutes les opportunités du numérique, tous les outils, parce que le numérique est un outil extrêmement puissant, donc tous les outils numériques existants, pour pouvoir quelque part centraliser un certain nombre d'informations dans le respect de la protection des données personnelles, et du coup, que pour un usager, qu'il appelle tel ou tel numéro de téléphone, qu'il se rende à tel ou tel site du département, il obtienne une réponse. Et ça, c'est vrai que sans le numérique, si on fait que du papier, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que c'est un plan de transformation numérique qui essaie de simplifier les démarches auprès des usagers. Il y a également un objectif de pilotage de nos activités et de nos politiques publiques grâce à nos données. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas tout à fait la thématique. Également, rendre le travail des équipes du département plus efficace et plus collaboratif. Et nous avons souhaité, alors je suis désolée, tout le monde l'a dit, mais c'est nous qui l'avons dit en premier, ne laissez personne sur le bord du chemin. C'est vrai que c'était un de nos axes dès le début du plan de transformation numérique. Donc l'idée, c'est que on sait aujourd'hui que ce soit pour nos agents, pour les usagers, etc., le numérique, c'est pas quelque chose forcément d'intuitif. Et on s'est tout de suite dit, la question de la maturité numérique, de l'inclusion numérique doit faire partie dès le début de notre ambition. Alors, et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé précédemment. Il y a l'accès aux équipements, il y a la médiation numérique. L'idée dans notre plan de transformation numérique, c'est de concevoir des services publics numériques inclusifs. Et on va expliquer quelle différence, mais en gros, c'est de se dire, au lieu d'agir une fois que le service public est conçu, il est déployé, voilà, il y a le site internet en ligne. L'idée, c'est déjà de concevoir, en gros, ce site internet comme quelque chose de facile à utiliser. Et quand on dit une montée en compétences nécessaire de chacun pour pouvoir utiliser le numérique, oui, bien sûr. Il y a une base qui est incompressible, mais l'idée c'est de se dire il n'y a peut-être pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour pouvoir faire une démarche en ligne. En tout cas, parfois, on a l'impression qu'ils ont vraiment pensé ça pour des gens qui sont bien plus intelligents que nous, parce que même nous, avec un petit peu de bon sens et tout ça, les services publics, on n'y arrive pas. Donc c'est vraiment de se dire, déjà, à la base, le service public, il doit être conçu dès le début de manière inclusive. Donc l'ANCT, tout à l'heure, qui porte France Numérique Ensemble, est intervenue. La personne, alors Marine, je ne sais plus comment, mais a dit beaucoup de choses fort intéressantes. Nous, c'est vrai qu'on a fait le choix à La Réunion, avec aux côtés de l'État et de la région, de coporter la déclinaison territoriale de France Numérique Ensemble, donc au travers de Réunion Numérique Ensemble. Je vais aller très très vite sur ce sujet, parce que je vous invite à venir nous écouter demain à 15h30 ici même. Non, je plaisante. Mais une présentation beaucoup plus détaillée sera faite demain. En tout cas, la méthodologie qu'on vous présente aujourd'hui a été réalisée dans le cadre de la déclinaison, enfin de la construction de la feuille de route. Donc c'est pourquoi nous vous en parlons aujourd'hui. Donc
il y a un premier axe de la feuille de route qui est les infrastructures et les équipements. Il y a un second axe qui est la médiation numérique. Donc ces deux premiers axes sont portés par la région. Et donc le département a choisi, sur l'élaboration de la feuille de route, de... c'est pas seulement porter, c'est proposer. Il faut savoir quand même que nous sommes les seuls, Joël Nonnet, donc chargé de mission, Osgar pourra le confirmer, nous sommes les seuls au niveau national à avoir proposé cette thématique. Il a fallu que la NCT valide en fait cette proposition et nous en sommes ravis puisque cela a été validé. Est-ce que tu souhaites... Je vais pas... Alors... Pardon. Donc, pour faciliter le parcours usager, quelle méthodologie ? Donc, nous avons fait le choix d'associer les usagers afin de co-construire des solutions adaptées dès la conception des services publics numériques à La Réunion. Donc, il faut bien comprendre, je suis désolée, peut-être qu'on va être un peu trop précautionneux et dire des choses qui vont de soi pour vous, mais on préfère être précis. Là, il ne s'agit pas du service public ou des services publics du département. On est vraiment dans une démarche, encore une fois, territorialisée. Donc, cela concerne l'ensemble des services publics du territoire réunionnais. Donc, pourquoi associer les usagers en termes d'inclusion numérique ? Donc, nous souhaitions, et nous souhaitons sur d'autres projets que nous menons, c'est un peu plus global que le sujet qui nous réunit aujourd'hui, s'appuyer sur leur vécu, leur expérience, pour prendre connaissance en fait, de leurs attentes, du besoin des usagers, de leur vécu, c'est-à-dire quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, mais qu'est-ce qui est facile pour eux aussi, qu'est-ce qui fonctionne quand ils vont rencontrer des services publics ou qu'ils font des démarches en ligne, etc. Qu'est-ce qui est intuitif pour eux? Pourquoi c'est facile? Et nous, ce que l'on recherche, c'est de fluidifier les parcours, donc en luttant contre les ruptures de parcours, c'est de favoriser le recours au droit et répondre au mieux, comme on l'a dit, aux besoins et aux attentes des usagers. Alors, qu'est-ce que le parcours usager? Il n'y a pas de définition. J'ai fait un peu de benchmark, comme vous l'imaginez. C'est pareil, c'est des bouts de définition, etc. C'est quelque chose dont on parle beaucoup, le parcours usager, mais en fin de compte, c'est assez peu documenté jusqu'alors. Donc, c'est une proposition de définition. Ce sont l'ensemble des démarches par lesquelles passe un usager tout au long de sa relation avec une institution à l'occasion d'une démarche de service public. Donc là, on a illustré, l'usager sort de sa maison, tantôt il y a un peu de soleil, tantôt il rencontre des nuages, voire de la pluie et de l'orage. Et puis, ce que nous espérons, c'est qu'à la fin, il puisse quand même avoir l'information dont il a besoin pour pouvoir faire les démarches qui lui permettront d'accéder aux droits. Oui, bien sûr. Oui, en fait, c'est l'idée de se dire, souvent on pense savoir ce que pense l'usager. Et en fait, souvent non, parce qu'on a des intuitions, on a des croyances, et c'est pour ça qu'on veut le réinterroger vraiment, cet usager, ces usagers d'ailleurs, dans leur diversité. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxièmement, quand on pense à l'accès aux services publics, souvent on prend ça, quand on est du côté des institutions publiques, de notre point de vue à nous. C'est-à-dire que pour nous, ça commence quand la personne dépose son dossier, et puis ça se finit quand on l'a payé, s'il demande accès à une aide. Et en fait, on se rend compte que du point de vue de l'usager, pas du tout. Il y a déjà toute une première démarche de « Ah, j'ai le droit à ça ».
Nous, on dit, ouais, mais ça, c'est pas nous, c'est la direction de la com qui s'occupe du site internet, c'est pas nous, voilà. Ou bien c'est les CCAS qui relaient un certain nombre d'informations. Mais non, pour lui, il s'en fiche que ça soit le CCAS ou tel autre. Pour lui, ça commence dès le moment où il se dit « Ah mais mince, là j'ai un problème, qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir ?» Et ça se termine pas du tout au moment où on le paye, c'est-à-dire que lui, après, il se pose des questions peut-être sur quand est-ce qu'il faut que je renouvelle, comment est-ce que je peux utiliser, etc. Donc vraiment, c'est d'avoir une vision extensive du parcours usager. Alors, quand on associe les usagers dans des démarches, on parle souvent d'expertise d'usage. Donc, qu'est-ce que c'est ? Cela s'apparente à une expertise du quotidien, fondée notamment sur des compétences et des savoir-faire liés à la pratique des services publics, là en l'occurrence, et à l'expérience. Donc, pour illustrer, ne nous en voulez pas, c'est par exemple la personne qui porte la chaussure qui sait le mieux si elle a mal et où elle a mal. Même si le cordonnier, on est d'accord, c'est l'expert, mais lui, il sait comment y remédier. Mais c'est l'usager qui sait où et pourquoi il a mal et comment. Alors, concrètement, donc il y a tout un... Alors, je ne sais pas comment expliquer, mais là, on vous fait part de ce que nous, on a mis en place. C'est... on a fait au fil de l'eau. Là, c'est un retour d'expérience, etc. Mais ce n'est pas la vérité absolue. C'est des pistes. C'est ce qui il nous semble bien de partager avec vous. Mais après, sur chaque projet, etc., il faudra certainement compléter ou faire certaines choses et ne pas faire certaines choses. C'est à vous, en fait, en fonction des projets que vous portez, de savoir ce que vous devez retenir ou pas. Bon, en tout cas, il n'y a rien d'horrible dans ce qu'on va vous dire, évidemment, mais ce n'est pas la vérité absolue. Donc, en général, au préalable, il est toujours bien d'élaborer un diagnostic, donc avec des données et l'expertise de professionnels. Donc, c'est vrai que nous, on a, dans le cadre donc, de l'élaboration de la feuille de route, de la territorialisation de France Numérique Ensemble, sur l'axe 3, donc, qui est faciliter le parcours usager, on a fait des ateliers avec des professionnels avant de convier les usagers, notamment pour élaborer et consolider le diagnostic qu'on avait, comment dire, commencé, voilà, débuté. Ensuite, tous ensemble, lors de ces ateliers, nous avons identifié en fait des usagers cibles. Parce que usagers, qu'est-ce que l'on met derrière ? Est-ce que tu souhaites sur les usagers ? Oui, voilà, bien rappeler la diversité. C'est pareil, on a l'impression que c'est monobloc, mais c'est pas la même chose d'avoir un parent isolé qui a des enfants et du coup qui peut pas accéder à certaines, qui a peut-être juste, on va dire, un smartphone et qui est pas disponible pendant les heures d'ouverture des services publics, que d'avoir une personne âgée qui a un aidant qui peut l'emmener dans une maison départementale. Enfin, c'est aussi voilà, prendre en compte la diversité des usagers et notamment les spécificités liées au public porteur de handicap qui, voilà, pour être inclusif, il faut être aussi inclusif envers les personnes en situation de handicap, bien sûr. Donc ensuite, il a bien fallu proposer à des usagers de participer à un atelier en fait, de co-construction de la feuille de route. Donc nous sommes passés en fait, par des travailleurs sociaux et les médiateurs numériques qui ont identifié des usagers, donc en fonction de, comme le disait Audrey, de différents profils, etc., que nous avions déterminés lors d'un premier atelier. Et donc les usagers se sont portés volontaires pour venir, etc. Donc là, c'est plus de l'ordre du conseil. Encore une fois, avec toute l'humilité qui nous accompagne, parce que voilà. Il faut toujours, quand on s'adresse à des usagers, bien présenter les objectifs, les enjeux,
mais aussi s'assurer, par exemple, de la mobilité des personnes pour se rendre à Saint-Denis, puisque là, en l'occurrence, les ateliers se sont passés à Saint-Denis, mais il nous arrive de délocaliser les ateliers sur des bassins de vie, etc., pour faciliter, en fait, le fait que les usagers puissent venir, etc. Juste là-dessus, c'est un petit peu une anecdote, mais je vous la raconte quand même. En fait, il y a quelques années, on avait fait, mais à une échelle beaucoup plus réduite, un test auprès d'usagers d'une application qu'on voulait développer. C'était pour les bénéficiaires du RSA, pour qu'ils aient accès à une aide. Et du coup, j'avais demandé à des travailleurs sociaux de pouvoir identifier des usagers qui seraient volontaires. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les bénéficiaires du RSA, ils ont un certain nombre d'obligations à remplir vis-à-vis du conseil départemental pour pouvoir continuer à percevoir le RSA. Et donc, c'était un volontariat un petit peu imposé. Et moi, je m'en étais rendu compte après, qu'en fait, on leur avait dit, en gros, que dans le cadre de l'accompagnement global, il fallait qu'ils viennent pour tester l'application. Donc je m'en étais rendu compte après parce que les personnes étaient très effrayées, elles se demandaient ce qu'on allait leur demander, elles se demandaient s'il fallait qu'elles réussissent un test et tout. Et je me suis dit, mais ça pose beaucoup de questions éthiques parce qu'en gros, on a forcé des personnes qui étaient les pauvres, quoi, je me dis, dans leur situation. Et donc là, c'est vrai qu'on a quand même pris soin de bien expliquer la question du volontariat, de bien réexpliquer les objectifs, de donner toutes les informations pour ne pas se retrouver dans cette même situation de volontariat pas très volontaire. En tout cas, voilà, dans la parenthèse, il est indiqué d'organiser potentiellement du covoiturage, ce genre de choses auxquelles on peut participer, nous, en tant que professionnels, etc., de faciliter au maximum la venue des usagers. On le verra, ça peut passer aussi par le fait qu'ils viennent avec leurs enfants, par exemple. C'est ce qui est arrivé lors de l'atelier qu'on a mis en place dans ce cadre. Donc, quelques prérequis dans l'organisation de la séquence. Donc, construire une séquence permettant d'accueillir les usagers tels qu'ils sont. Donc, comme je viens de le dire, avec leurs enfants, si pas de moyens de garde, avec leurs aidants, s'ils le souhaitent. Donc, les aidants, là, on est tant dans le cadre des aidants professionnels que familiaux, hein. Quand on parle d'aidants, c'est très important. Quand on parle d'inclusion numérique, les aidants ont un rôle extrêmement important. Et on le verra, on a d'ailleurs choisi de leur donner toute la place qu'ils méritent. Mais voilà, on pense souvent aux aidants professionnels, mais pas que. Je pense que nous tous, à notre place, on a un jour ou l'autre aidé quelqu'un à faire une démarche, même si c'est minime, etc. Donc les accueillir tels qu'ils sont, avec leurs difficultés. Ça peut être des difficultés de lecture, d'écriture, d'expression, enfin tout type de difficultés. Et voilà, nous, en tout cas, on est parti du principe que c'est à nous, en fait, de nous adapter et pas à eux. On les sollicite, etc. Donc on essaie vraiment de sécuriser tout ce que l'on peut sécuriser pour qu'ils n'aient à penser que ce qu'ils ont envie de nous dire. Et pas en termes d'organisation, etc. Ça leur demande de l'organisation. Mais tout ce qu'on peut verrouiller pour alléger la charge mentale due au fait qu'ils vont venir, on le fait. Oui, et d'ailleurs, petite précision, c'est complètement bénévole leur participation. Donc déjà, on leur demande du temps, de l'énergie. Bon, il ne faut pas en plus que ça leur coûte, y compris le trajet. Enfin, c'est des petits détails, mais qui font, selon moi, que ça peut bien se passer. Et c'est pour ça que sur les objectifs, les enjeux, il faut être très clair. Alors après, on vous rassure aussi. Donc là, on vous fait part de cette expérience, de ce retour d'expérience, encore une fois. Mais c'est vrai que nous, au département et surtout dans notre direction, on est quand même habitués à solliciter les usagers, en tout cas à co-construire des solutions avec eux. Et en général, ils sont quand même très volontaires. Donc, il faut prendre en compte, bien évidemment, les potentiels handicaps des usagers. Donc, si c'est visuel, si c'est auditif, dans la construction de l'atelier. Donc là, on rappelle quand même qu'on était sur la conception, en fait, des services publics donc, numériques réunionnais. Donc, voilà, le visuel, en l'occurrence, c'est quand même très important. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, j'étais assez précautionneuse en introduction, que c'est beaucoup de bon sens, mais il faut quand même se le dire. Donc, il faut préparer la séance vraiment de manière
très exhaustive. Donc en pesant bien les mots que l'on choisit, donc essayer de vulgariser au maximum le discours, etc. Parce que on s'en rend pas compte, mais on est tous dans des univers professionnels où on va beaucoup parler en acronyme ou avec des mots très précis, techniques, etc. Et là, on s'adresse à des usagers, il faut qu'ils comprennent exactement de quoi on parle, etc. On n'est pas là pour faire le sachant, et on n'est pas là pour aller sur des choses extrêmement techniques. On est là pour parler de choses de la vie tous les jours, de leur usage quotidien. Donc il faut aussi bien sûr choisir les supports que l'on va présenter, donc, pour qu'ils puissent les comprendre et les appréhender le plus facilement possible. Et c'est vrai que ça peut être discutable, hein, ça, mais moi, il me semble, peut-être Audrey, tu ne partages pas, mais en plus, on improvise toujours en fait. Mais malgré tout, je trouve qu'avec ce public-là, il faut quand même verrouiller au maximum ce qu'on va dire, les supports, etc. Je trouve que la place de l'improvisation est minimale par rapport à d'autres séquences qu'on pourrait avoir avec vous aujourd'hui. On n'avait pas répété, voilà, machin. C'est vrai qu'avec des usagers, enfin moi en tout cas personnellement, je suis plus précautionneuse, mais notamment ouais, sur le choix des mots. Je trouve que c'est important de pouvoir y réfléchir au préalable. Et donc il faut définir des consignes précises parce qu'on est dans le cadre d'ateliers. Donc atelier, c'est on mène des travaux ensemble, à minima des travaux de réflexion, hein, mais il faut que les consignes soient compréhensibles et abordables par les usagers. Et il faut bien identifier les profils afin de constituer donc des supports d'atelier adaptés. Donc nous, on avait, lors de l'atelier qu'on vous expose aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le détail, on avait trois types de profils, mais 2 groupes. C'est-à-dire qu'on avait choisi de faire, ça c'est un choix hein, qu'on a fait, le couple aidant, accompagnant en fait, usager, et le groupe institutionnel. Donc là, peut-être si tu veux détailler un petit peu... Oui, c'est juste qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes choses à dire. Et alors, bon, je sais que les questions de non-mixité peuvent faire un petit peu débat de temps en temps, mais c'était l'idée que si on mélangeait des institutionnels et un usager, en gros l'institutionnel, parce qu'en plus il a l'habitude de prendre la parole, il est là, il est payé pour être là, c'est dans le cadre de son travail, même inconsciemment, il allait prendre toute la place. Donc on voulait vraiment distinguer ces 2 paroles. Et pour ça, c'était vraiment l'idée de laisser un espace d'expression à chacun. Et les consignes n'étaient pas les mêmes parce qu'on ne peut pas parler à des usagers comme on parle à des institutionnels et réciproquement. Voilà, ils n'ont pas le même rôle, ils n'ont pas la même expertise. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire 2 groupes. Mais sur d'autres sujets, ça nous est déjà arrivé de mixer. Ça dépend vraiment des sujets, en fait. On est vraiment en retard, donc on va accélérer un petit peu. Et ah, d'accord. Ouais, ça fait déjà 30 minutes qu'on parle. D'accord. Donc le jour J, quelques conseils, enfin nous, en tout cas, qu'on essaie d'appliquer à nous-mêmes. Hein. Donc c'est d'instaurer un climat de confiance donc dans le discours, mais c'est aussi l'agencement de la salle. Il ne faut pas que ça soit trop descendant. Vous voyez, là, typiquement, on n'aurait jamais fait comme ça, nous. Là, on est arrivé, c'est comme ça. C'est pas du. Enfin, moi, je suis pas très à l'aise et je connais Audrey. Je pense que elle non plus, c'est pas notre façon de procéder. Et ça, c'est le genre de détails auxquels il faut être très attentif quand on travaille avec des usagers. Donc, proposer du café, de l'eau, et surtout, ce que je trouve très important, c'est de leur rappeler leur place d'expert. Parce que eux, quand ils viennent, imaginez-vous, vous êtes usager, donc une mère de famille monoparentale ou pas d'ailleurs. Vous venez pour la première fois au département, dans une salle. En plus, on n'avait pas de chance parce qu'on avait vraiment une salle hyper protocolaire. Ce jour-là, c'était la seule disponible, etc. Donc avec les drapeaux, enfin, vous imaginez le truc. Donc vous vous sentez tout petit, etc. Pour vous, vous êtes face à nous et vous nous prenez pour des sachantes, alors que c'est pas du tout. Enfin, nous, en tout cas, c'est pas notre posture, etc. Donc, il est vraiment important de leur rappeler qu'ils sont là, en fait, parce que on a besoin de leur expertise. C'est pas. On ne fait pas semblant. Ils sont vraiment là parce qu'eux, ils ont des choses à nous dire. Ils ont des choses à nous apprendre. Et ça, en fait, ça demande un certain switch
de leur part. Et c'est nous qui devons les faire switcher, parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir ce rôle-là et cette place-là. Et souvent, d'ailleurs, ils peuvent même penser qu'on le fait parce qu'on est obligé de faire et qu'on ne va pas écouter forcément leur voix. Après, on va voir comment ils vont se rendre compte qu'on tient compte de ce qu'ils nous ont dit et qu'ils ont vraiment participé à la co-construction. Mais tout ça, ça passe dans le discours, il n'y a pas de règles. C'est pour ça que je vous dis, vous prendrez bien ce que vous voudrez de ce que l'on vous dit aujourd'hui, parce qu'on n'a pas la science infuse. Mais en tout cas, voilà, dans le discours, il faut c'est pour ça que je disais, ça laisse peu de place à l'improvisation, parce que ça se prépare quand même. Ça s'y réfléchit au moins. Et donc leur dire à quel point ils sont légitimes d'être là aujourd'hui en face de nous. Donc, ce qui peut être compliqué aussi, on ne va pas se mentir, on est entre nous, hein, c'est de veiller à ne pas les infantiliser. Non pas parce qu'on le veut, mais parce que peut-être on peut être trop précautionneux dans le discours, ou trop prévenant, et en faire trop. Et du coup, qu'ils se sentent infantilisés. Donc il faut être bienveillant, bien sûr, mais ne pas être dans l'excès. Et il faut définir une temporalité adaptée, c'est-à-dire il faut que ça soit rythmé, etc. Mais il faut leur laisser le temps d'intérioriser les choses. Ils ne sont pas forcément non plus habitués à s'exprimer ni à l'oral ni à l'écrit. Donc il faut leur laisser ce temps pour hiérarchiser leurs idées, pour les formaliser, les verbaliser, etc. Donc c'est une temporalité à imaginer et la séance à rythmer. Et donc leur donner une place centrale tout en les guidant et favoriser, valoriser leur leadership, parce qu'on a tous en nous un petit leadership quand même. Est-ce que tu souhaitais... Alors, désolée pour ce qui va suivre, c'est très lourd, mais en fait on trouvait que c'était bien de vous présenter ça, c'est ce qu'on prépare en fait avant les séquences. On ne l'a pas construit là pour vous le présenter, c'est ce qu'on avait sous les yeux le jour J en fait, et ce qu'on avait préparé au préalable. Donc il y a tout le déroulé, donc quand, quoi, pourquoi, alors après vous faites bien comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé, etc. Le tableau il peut être totalement différent, nous on procède comme ça. Donc l'accueil café il est quand même assez important pour se rencontrer, pour commencer à papoter, pour instaurer le climat de confiance dont on parlait au début, etc. Ça peut vraiment leur permettre de débloquer quelque chose, ces quelques minutes avant le début des travaux. Ensuite, nous, c'est vrai qu'on aime bien faire des brise-glaces. Donc, comment tu détaillerais, qu'est-ce que c'est un brise-glace ? Il y en a mille sortes. Ouais, il y en a mille sortes. En fait, un brise-glace, c'est quelque chose qui est destiné à la fois se présenter, mais sans faire un tour de table exhaustif et de manière un petit peu plus ludique. La première personne qui m'a fait un brise-glace dans ma vie, c'est Joël, assise ici. Ah ouais. Et l'idée, c'est vraiment en fait, de reconcentrer le groupe sur le collectif, c'est-à-dire que chacun vient avec son individualité. Alors des fois il y a eu des bouchons sur la route, des fois et en fait c'est un espèce de temps de rupture qui permet, sous forme d'une petite consigne un peu ludique, de tout à coup se reconcentrer sur le groupe, le travail collectif. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on avait ? Oui, là, on avait dit, citez-moi un super pouvoir que vous avez. Et puis voilà, il y a toujours ceux qui font les petites blagues, il y a ceux qui font bon, bref. Mais au moins, tout le monde a... Voilà, quel super pouvoir vous voulez mettre, par exemple, au service du groupe. Et donc, les gens se mettent dans l'idée... il faut qu'ils réfléchissent un peu dans l'idée de contribuer aux travaux du groupe. Et du coup, là, pourquoi on avait mis faciliter le contact entre les participants, instaurer la bonne ambiance, mettre à l'aise les participants, etc. Pour ceux qui n'ont pas d'habitude, je vous invite à aller voir sur Google, enfin Google ou un autre moteur de recherche, pardon, je ne fais pas de pub. Mais il y a plein d'exemples de brise-glace, voilà, vous pouvez aller voir ce qui se fait. Alors, nous, c'est vrai, quand on fait quand même beaucoup d'ateliers avec ou sans en présence d'usagers, hein, et c'est vrai qu'on aime bien avoir une charte de bienveillance, donc qui rappelle un petit peu les règles de l'atelier, c'est-à-dire, j'ai plus la formalisation en tête, comment c'est formulé, mais en gros, c'est pour dire, dans l'atelier, il n'y a pas de hiérarchie, par exemple. On met aussi, on respecte le temps, ce qu'on n'est pas du tout en train de faire. Mais on a le temps, en fait. Oui, on a le temps.
Bon, bref, c'est des règles, tout le monde est maître du temps, la parole de l'un ne vaut pas plus que la parole de l'autre, etc. Et on présente aussi, bien évidemment, le déroulé de la matinée. Donc après, on avait présenté la démarche France Numérique ensemble, et on a fait un brainstorming, donc c'est-à-dire tempête de mots avec des post-it, etc. Chacun donne un petit peu ce que ça évoque pour lui. Donc sur qu'est-ce que l'inclusion numérique pour vous. Suite à cela, on avait réalisé un nuage de mots, c'est-à-dire on a aggloméré tous les mots qui sont apparus via les post-it, etc. Donc ça permet déjà de libérer la parole, de mettre toujours des premières minutes, c'est quand même beaucoup aussi mettre à l'aise, etc. Mettre tout le monde au même niveau, et les brainstorming, ça peut vraiment faciliter. Ensuite, présentation du périmètre, donc avec l'objectif global, les objectifs de la matinée et la constitution des groupes. Donc il faut toujours être très clair et bien énoncer les règles, etc. et les consignes, c'est ce qu'on vous disait. Et après, donc, travail en petits groupes. Donc là, peut-être si tu veux présenter... Oui, alors assez simplement, en fait, l'idée, c'est qu'il faut à la fois laisser la parole assez libre, mais à la fois donner un petit peu de matière pour lancer la discussion, pour ne pas partir d'une feuille blanche. Donc là, on leur a posé quelques questions. Qu'est-ce qui est facile pour vous quand vous faites une démarche numérique ? On n'a pas dit démarche numérique, je vous dirai après ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui n'est pas facile quand vous le faites seul et quand vous le faites de manière accompagnée ? Et donc ça, c'est un petit peu compliqué là que les gens se lancent. Donc on leur dit, alors vous, par exemple, est-ce que vous faites des démarches à la CAF sur le site internet de la CAF ? Ah bah oui, et alors, ça se passe bien ? Ah bah non, parce que je sais même pas, j'arrive sur le site internet, je sais même pas où cliquer. Ah d'accord, ok. Et donc on essaie de les faire parler sur vraiment leur expérience usagée, et on essaie aussi de leur donner quelques exemples pour qu'ils puissent commencer à réfléchir, et puis après ça rebondit. Voilà, après ça rebondit, c'est parti, mais il faut un petit peu enclencher le moteur. Et puis on leur avait aussi demandé qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui n'est pas facile quand vous avez un aidant, soit professionnel, soit de votre famille à côté de vous. Et là, par exemple, sont ressorties des choses sur, je suis obligée de donner mes identifiants. La personne, elle a accès à tout mon dossier, alors que des fois, j'ai juste besoin qu'elle me récupère une feuille ou un justificatif. Et donc, voilà. Donc on les a vraiment fait parler au quotidien, ce qui leur est arrivé. C'était que des anecdotes, mais on en a tiré un matériau extrêmement riche. Après, c'est notre travail de synthétiser, de recueillir. Et côté institutionnel, donc ça, c'était pour les usagers, usagers aidants. Et pour les institutionnels, en fait, c'est pareil. On leur a dit... on leur a donné un petit peu d'amorce pour qu'ils puissent réfléchir. Et on leur a dit, mais si c'était aussi simple, une démarche administrative, que de retirer de l'argent sur un distributeur d'argent. Parce que c'est vrai que tout le monde le fait, ça. On met une carte, on met un code, c'est ultra simple, on a de l'argent, enfin, c'est quand même extraordinaire, non ? Et donc, si un service public, c'était aussi simple que ça, si c'était aussi simple que de commander un burger au McDo sur les bornes, il y a quand même des bornes qui sont faites et les gens y arrivent. Hein, donc, et voilà, donc pour amorcer, et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapproché les difficultés identifiées par les usagers et les aidants et, on va dire, les solutions proposées par les professionnels, et on a vu comment ça pouvait correspondre les uns aux autres, et ça correspondait assez bien. Alors, ensuite, donc, par rapport aux travaux qui ont été menés, il y a eu une restitution des travaux, donc le même jour, hein. C'est-à-dire il y a un temps d'atelier qu'on appelle vraiment la co-construction. Donc les usagers aidants travaillaient pendant que les institutionnels travaillaient parallèlement. Et après, il y a toujours un temps de restitution. Donc, j'insiste là-dessus, pourquoi ? Parce que c'est important. C'est-à-dire que les usagers, qui ne sont pas des professionnels, c'est des professionnels de la vie quotidienne, mais ce n'est pas des professionnels tels qu'on l'entend, sont venus comme là, on est debout face à vous. Il y avait, 50 personnes. Et dans les locaux du département, ils ont dit quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient, qu'est-ce qui était facile, etc. Et ça, c'est beau à voir. Enfin, franchement, et je pense que pour eux, c'est une vraie expérience, etc. Mais en tout cas, c'est très, très riche. Et donc là, aujourd'hui, on ne va pas vous présenter les résultats des travaux.
La feuille de route de l'axe 3 de faciliter le parcours usager donc, a été rédigée. C'est encore en projet, mais elle va être présentée demain. Donc si vous avez l'occasion de venir à 15h30, je pense que ça va être dans cette même salle, etc. Peut-être pas quand même, si. Bon, peut-être l'auditorium, encore mieux. Mais bon, en tout cas, voilà, les conclusions des travaux vous seront présentées demain. Donc juste pour terminer, c'est OK, on fait ça, mais après, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Donc nous, effectivement, comme l'a dit Audrey, on est habitués, donc on va synthétiser, on va travailler, etc. Mais après, on va restituer, bien sûr, les travaux avec la présentation du plan d'action, donc issu des matériaux qu'on a pu recueillir en atelier. Et donc, on a envoyé là, par exemple, un compte-rendu détaillé de la séquence à l'ensemble des personnes présentes, etc. Ensuite, nous souhaitons mettre en place un comité usager, puisque une fois que le plan d'action aura été validé et finalisé, le but, c'est de le mettre en œuvre, évidemment. Et donc là, nous aimerions qu'il y ait un comité usager qui puisse suivre la mise en œuvre, etc., de l'ensemble des actions de cette feuille de route. Et nous aimerions également faire tester les solutions par le comité usager. Donc les solutions techniques, puisque là on parle d'inclusion numérique, encore une fois on est sur la conception des services publics numériques réunionnais. Donc ça demande, là on parle d'actions un peu techniques, hein, donc du coup, tout à l'heure justement Audrey disait application pour le RSA, etc. Ils avaient fait tester, là c'est un peu la même chose, de faire tester des solutions techniques qui ont émergé des travaux réalisés. Voilà en tout cas pour la présentation de la méthodologie. Merci, je pense que ça mérite des applaudissements parce que vraiment elles ont été très claires, très très claires. Je vais commencer les festivités, mais bien sûr, l'idée, c'est que vous puissiez échanger aussi directement avec elles. Donc, on a bien compris qu'en fait, au département, via cette expérience, en tout cas, cette démarche que vous mettez en place, l'idée, c'est de ne pas construire pour, mais plutôt construire avec. Donc, vous, est-ce qu'on peut dire que vous êtes... parce que j'ai vu qu'effectivement, on a compris qu'il y a énormément de freins qui ont été levés, qu'il y a effectivement des précautions à prendre, des dispositions particulières, tant dans l'aménagement d'une salle, etc. Donc, vous mettez à l'aise vraiment les gens pour qu'ils puissent se confier. Donc, c'est un rapport de confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez finalement comme des facilitatrices dans cette démarche? Des expertes, même. Non, en fait, c'est assez paradoxal, mais c'est un effort pour les administrations. Et là, bon, Joël n'est plus là, donc, mais pour toutes les administrations, de pouvoir être simple. Je le redis parce qu'on se dit, mais c'est pas révolutionnaire. On écoute les difficultés des gens et en fait, on s'est construit sur un système tellement complexe aujourd'hui que pour nous, c'est un effort de revenir à quelque chose de simple. Et donc, c'est bon. Orange tout à l'heure parlait de sa raison d'être. La nôtre, en l'occurrence, c'est un service public performant pour des citoyens exigeants. Et voilà, c'est de se dire à la direction d'appui à la performance et à l'innovation, on a toujours envie d'aller plus vite en zappant cette partie de l'usager, en disant mais non, mais je sais, c'est ce qu'il veut, voilà. D'ailleurs, moi l'autre jour, quand j'ai fait ça, et c'est vraiment un effort de prendre le temps, de prendre l'énergie et de dire, de se dire collectivement, oui, ça serait plus facile pour moi, administration, que ça se passe comme ça. Mais non, mon but, c'est pas que mon travail soit facile. Mon but, c'est de rendre... et voilà, il y a aussi tout un environnement réglementaire dont il faut tenir compte. Je veux dire, la protection des données, c'est essentiel. Donc, moi, je verrais plutôt notre rôle comme essayer de faire tenir en équilibre plein de contraintes. Pas toujours y arriver, parce que pour l'instant, on n'a rien mis en œuvre. Hein, on a juste... on essaye. Mais voilà, vraiment plutôt comme une jongleuse, ça va lui tomber sur la figure dans pas longtemps. Voilà. Et moi, j'irai un petit peu plus loin que ce que dit Audrey. C'est vrai qu'on est un peu aussi, dans notre direction,
comme, c'est peut-être mal choisi, mais comme des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'on aime bien expérimenter et s'aimer un petit peu nos petites pratiques. Alors, vous voyez, il n'y a rien de... Encore une fois, c'est presque des bouts de bois avec de la ficelle, mais il n'empêche que ça marche. Voilà, c'est peut-être pas infaillible, mais ça peut marcher. Et c'est vrai qu'on aime bien s'aimer, donc on n'est pas vraiment facilitatrice, mais en tout cas, on est un peu des petites graines. On essaie, en tout cas. En même temps, vous êtes dans une direction où il y a de l'innovation. Quelque part, ça suppose effectivement que vous soyez systématiquement en train de tester des nouvelles choses, d'expérimenter, de découvrir. Et est-ce que vous avez été formé, ou est-ce que c'est par curiosité vous êtes allé dénicher justement des façons de faire ici et là dans votre veille? Comment est-ce que vous vous êtes finalement rendue forte dans cette expérience? Parce que moi, je vois deux femmes devant moi qui certes, j'ai entendu, voilà, vous amenez les choses avec beaucoup de précaution, mais c'est aussi justement, il faut tenir le groupe, il faut tenir le projet, et c'est ce que je vois devant moi aujourd'hui. Alors moi, je pense qu'on peut déjà citer notre directrice Mylène Gonçalves, qui n'est pas ici aujourd'hui. Elle fait le tour de la Patagonie, donc voilà. On lui souhaite plein de bonheur, mais qui quand même qui tient le cap là-dessus, qui est très très attachée à ce qu'on soit utile à l'usager. On a bénéficié d'un certain nombre et grâce à elle, d'ailleurs, elle nous a donné accès à pas mal de ressources et même en effet une formation, par exemple au design de services publics, qui nous a donné quelques clés. Après, c'est en fait beaucoup de réflexion collective, c'est-à-dire que on est une équipe et on en discute beaucoup. On ne se sent pas seul dans cet exercice et on accepte aussi. Quand on nous dit non, ton idée elle est nulle, et c'est vrai que ça, je pense que c'est aussi la capacité à se dire parce que ça, la première fois que Mylène, d'ailleurs c'est Mylène qui nous avait dit faudra faire ça, et moi je dis ça marchera jamais, mais non, mais on va pas y arriver. Oui, je sais que toi non, mais moi j'étais là, oh là là. Donc il y a le duo optimiste-pessimiste. Oui, on se complète bien, oui. Oui, ça dépend sur quel sujet. Et puis petit à petit, on en a parlé, et elle nous a dit, et si on faisait comme ça? Et Lisa aussi, elle a dit, mais moi je vois bien le truc. Elle s'est dit, moi je vois bien le truc, on pourrait faire ça, ça, ça. Je dis, oui, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Donc c'est aussi beaucoup un esprit d'équipe en fait. Et puis, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec Audrey. Et aussi, on se donne le droit à l'erreur en fait. Je crois que c'est important de le dire. C'est que on travaille du coup là sur des projets, mais où les premiers impactés, c'est les humains. Donc on travaille avec eux et pour eux. Mais encore une fois, dans notre posture, on n'est pas magicienne. On ne le sera jamais malheureusement, et on teste quoi, petit pas. Enfin si on devait avoir un slogan, pour moi en tout cas, ça serait petit pas quoi. Donc on voit ce qui fonctionne et puis on ajuste, mais ensemble, tous ensemble. Merci. Je vais laisser le micro parce que moi, franchement, c'est passionnant. Et je pense que vous avez réussi à transmettre. On sent que vous êtes passionné par ce que vous êtes en train de faire, en tout cas. Alors, qui voudrait poser une question concernant le parcours usager, les ateliers qui ont été menés? Je vais juste vous demander de vous présenter une fois que vous prenez le micro, avec votre nom, prénom et votre structure, éventuellement, si vous venez d'une structure particulière. Bonjour, Christophe Delamarre, donc je suis consultant indépendant, j'ai créé une société qui s'appelle Rhizomia et je travaille en ingénierie pédagogique sur la reconnaissance des compétences informelles des personnes, donc tout type de personnes, notamment avec un outil qui s'appelle les badges numériques, Open Badge. Et je m'intéresse dans différents cas de figure et contextes à quelque chose qui fait plus qu'émerger, qui est presque à nous submerger aujourd'hui, qui est l'IA. Est-ce que, dans le cadre de l'expérience usagée, vous avez été amené à réfléchir sur cette question-là? Moi, en tant qu'usager, par exemple, il m'arrive d'être guidé par des chatbots. Donc, je ne sais jamais vraiment si en face, finalement, il y a quelqu'un. J'ai des doutes à partir du moment où c'est sur un horaire qui ne semblerait pas compatible avec une vie normale. Mais quand même, j'ai quand même des doutes. Et là, avec l'arrivée de l'IA aujourd'hui, on est arrivé avec un langage naturel à pouvoir guider des personnes dans un système complexe.
qui pourrait donc, par rapport à ce que vous avez mis en place, être soit parallèle, soit une autre voie. Le système, il est là, on ne peut pas facilement le simplifier. Par contre, on peut faciliter la guidance des personnes dans ce système complexe. Voilà. Alors, donc derrière vous, il y a Frédéric qui fait une intervention spéciale IA demain, donc demain matin. Donc je pense qu'il pourra répondre de manière plus pointue à cette question lors de son intervention. C'est pas forcément quelque chose qui a beaucoup émergé parce que pour les usagers, moi ce que j'ai remarqué, c'est que peu importe que ça soit de l'IA ou pas de l'IA. Et à la limite, c'est une question technique de nous, après, comment est-ce qu'on s'organise, on va dire, derrière le rideau, quoi. Voilà. Mais l'usager, pour lui, ce qu'il veut, c'est avoir une réponse. Alors, ce sont des choses qu'on envisage, l'IA, avec là encore, des sensibilités très différentes. Moi, je suis, alors aussi bizarre que ça puisse paraître, je ne suis pas très pro-numérique. J'ai l'impression qu'on me trace tout le temps. À chaque fois qu'on me dit « acceptez-vous les cookies », je mets « non » parce que j'ai peur qu'on me trace. Donc, je suis pas, et je suis très, très précautionneuse vis-à-vis de l'IA. Je pense que ça pose beaucoup de questions éthiques qui sont très importantes. Donc, en fait, la manière qu'on a eu de le traiter pour répondre à votre question là-dedans, c'est de mettre en place un comité éthique, parce qu'en fait, je pense qu'il va falloir, à un moment ou à un autre, se poser des questions, notamment si petit à petit on met de l'intelligence artificielle dans de la prise de décision, par exemple dans l'instruction de dossier, que ce soit une IA qui dise « ah bah lui, oui, il est éligible et lui non », ça pose des questions éthiques énormes. Et quand on voit aujourd'hui, et je suis désolée Frédéric, mais le niveau de performance de l'IA qui, pour moi, oui, il y a des choses qui sont impressionnantes, mais on a un autre collègue qui dit c'est toute la bêtise humaine condensée, l'IA. C'est-à-dire que oui, après tout, ça se base sur ce qui est écrit sur Internet, qui n'est pas toujours très intelligent. Et voilà. En tout cas, ce n'est pas des choses du tout qui ont émergé, parce que pour moi, c'est plutôt une question de moyens, plutôt qu'une question de finalité. Moi, ça me pose énormément de questions éthiques. Et je ne suis pas convaincue aujourd'hui de la performance de l'IA. Alors peut-être que ça va s'améliorer, hein, c'est pas la question, mais bon, on nous la survend beaucoup, je trouve, quand même. Hein. Avis personnel. Merci. Une autre question ou envie de partager justement ce que vous avez pensé de cette présentation? Soyez pas timide, hein, je ne mange pas, et le micro non plus. Sur Zoom, pas de questions particulières? Très bien, je pense qu'on peut du coup clôturer cette présentation. Merci mesdames. J'espère que vous avez apprécié du coup cette intervention. N'hésitez pas à prendre attache avec mesdames Jacomard et j'oublie Chevalier, voilà, pour avoir plus d'informations concernant ce projet qui mène actuellement au département. Voilà, merci.